bonjour, rebonjour à tous, puisqu'on s'est déjà vu ce matin, si je me rappelle bien. Enfin, en tout cas, pour certains d'entre vous, eh bien, ça y est, j'espère que vous avez pris un bon café, parce que là, nous allons parler de choses intéressantes et sérieuses pour cette deuxième partie de la journée. Et je vous rappelle qu'on est sur le webinaire d'optimisation de la supply chain euh, avec donc de Classe Export, à l'occasion de la sortie du guide transporté qui est disponible sur la plateforme que vous pouvez télécharger et qui est un peu l'apéritif, si on peut dire, du guide papier qui sortira à mi-septembre à l'occasion de la SITL. Voilà, donc bon, ce matin, on a parlé d'optimisation douanière et d'Incoterm et des règles et usances du commerce international en général. Cet après-midi, on va parler de TVA, d'e-commerce, des nouvelles règles applicables depuis le 1er juillet 2021. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'actualité. Voilà, pour parler de tout ça, nous avons réuni un beau, un beau colloque avec Claire Fournier de Codex. Bonjour Claire. Bonjour, vous allez bien? Ça va Claire, oui, ça va bien. Ça va bien, qui va nous parler des problématiques douanières, notamment à propos de cette nouvelle réglementation sur le e-commerce. Oui. Avec Renaud Rogbert du cabinet Lighthouse. Bonjour Renaud. Hello Marc, bonjour Claire, bonjour à tous. Bonjour. Stanislas, il sera là, Renaud, ou il rejoint plus tard? Non, il ne sera pas là. Ok. Un seul Rogbert pour l'après-midi. Nous avons beaucoup de Rogbert. Non, j'exagère. Et enfin, Hubert Barquentin. Hubert, bonjour de l'AUTF. Bonjour. Bonjour Hubert, Bonjour. qui va nous représenter les chargeurs. Tiens, alors, je vais tous vous demander de vous représenter quelques secondes. Hubert, donc vous êtes responsable de l'AUTF au niveau de la commission douane, mais vous êtes aussi en entreprise puisque vous êtes... C'est ça, l'AUTF, c'est du bénévolat. Et dans ma fonction principale, je suis aux affaires douanières et fiscalité indirecte, bon, la TVA intra pour résumer, pour le groupe Solvay. D'accord. Et alors, l'AUTF, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un syndicat de chargeurs qui défend les intérêts des chargeurs avec des grands noms, en fait, grandes entreprises. Enfin, il y a de tout. Il y a un panel intéressant puisqu'on a tout le tissu économique, petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, les échanges sont intéressants à ce titre. Voilà, bon, alors Hubert, vous serez notre grand témoin tout le long, donc vous intervenez quand vous voulez, vous faites vos réflexions, vos rapports d'étonnement sur un sujet sur lequel, effectivement, je suis peut-être moins spécialiste que vous, donc je serai très intéressé à avoir vos éclairages. Renaud, une petite présentation? Oui, donc rebonjour à tous, merci Marc. Ravi de partager évidemment ce début d'après-midi avec vous. Effectivement, j'espère que vous êtes bien réveillés, mais on va faire en sorte que ce soit compréhensible et clair pour tout le monde. Je suis donc le fondateur et associé gérant du cabinet Lighthouse, cabinet d'avocats, basé à Paris, à Lyon, aux États-Unis, en Angleterre. Et on est spécialisé en matière de fiscalité et la fiscalité des flux en particulier, donc TVA, droits de douane, beaucoup d'autres joyeusetés également, mais on va parler cet après-midi de TVA essentiellement et avec Claire de douane. Et donc voilà, je passe la balle à Claire avant de reprendre la main pour une présentation un peu plus technique. Attends, excuse-moi, tu es arrivé à partager là ou tu es en cours? On est en cours de traitement avec Alan pour que le partage fonctionne. Ok, très bien. Allez Claire. Écoutez, oui, Claire donc de chez Connex, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc en fait, je travaille avec Monsieur Grezon, et donc on a travaillé particulièrement sur ce nouveau projet de TVA e-commerce, puisque bien évidemment une nouvelle déclaration est apparue, la déclaration H7, et voilà, on a fait ce qu'il fallait avec nos équipes pour pouvoir mettre en place une solution qui soit adaptée au flux de l'e-commerce,
Donc vraiment une solution complètement différente des solutions qu'on peut proposer jusqu'à présent à nos opérateurs, qui prend vraiment en compte le volume attendu. Donc en fait, on s'est un peu mis en parallèle de ce que la douane a décidé de faire, c'est-à-dire d'ouvrir un Delta H7 dédié aux opérations de e-commerce en raison du volume attendu. Donc voilà Et ce ça, que nous, à travers c'est Connect, incroyable. C'est parce qu'en fait, oui, on en reparlera tout à l'heure, c'est des millions d'opérations qui sont oui, attendues d'un seul coup. oui. Ça va faire un truc de dingue. Mm. Bon, allez, on présente le sujet. Ouais. Renaud, je pense que tu es sans doute le mieux placé pour nous présenter le sujet de cette petite révolution silencieuse qui a opéré. Alors pourtant, on le savait, hein, mais Ouais. la mise en Alors, place a été un peu longue. Hein. voilà, elle était annoncée depuis de nombreuses années. On a commencé à en parler officiellement en 2018. La réforme était prévue pour le mois de janvier 2021, finalement 1er juillet 2021. Quelques mots de background, c'est très intéressant. Vous savez que en fait cette réforme, elle a officiellement deux objectifs, pardon, simplifier les formalités douanières et fiscales et la lutte contre la fraude. La vraie raison, c'est évidemment la lutte contre la fraude à la TVA. Trop de paquets qui provenaient alors essentiellement de Chine, mais d'une façon générale d'en dehors de l'Union européenne, étaient importés dans l'Union européenne sans prélèvement ni de droits de douane ni de TVA, ce qui provoquait des distorsions de concurrence avec les opérateurs établis dans l'Union européenne qui, eux, devaient facturer la TVA à leurs clients. Donc, Moi, j'appelle ça la taxe Alibaba. ouais, oui, alors c'est Non, effectivement, c'est pour rire, mais l'avocat que je bon. suis ne prononcera pas de nom de société, mais effectivement, on était clairement dans un environnement très peu concurrentiel. L'objectif essentiel de l'Union européenne, de la Commission, c'était de mettre fin à ces pratiques anticoncurrentielles. C'est réussi, puisque la réforme qui a été créée est comme imaginez un gigantesque filet de pêche qui va ramasser tout ce qui traîne. Et donc, il est devenu impossible ou quasi impossible aujourd'hui d'échapper à la TVA sur les biens qui sont importés puis vendus dans l'Union européenne et sur les biens qui sont également fabriqués et vendus dans l'Union européenne. Attention, c'est un point quand même qui est fondamental. On va parler aujourd'hui de vente B2C. Alors, un certain nombre d'entre vous, évidemment, sont dans le B2B, donc seront moins concernés par ces sujets, mais avant qu'on arrive à la vente B2C, il y a beaucoup d'étapes préalables de B2B, transformation, importation, etc. Mais essentiellement, cette réforme vise les ventes B2C de Ce qui veut biens. dire que ça concerne tout le monde, excuse-moi Arnaud, notamment pour les services après-vente, pour les pièces détachées qui sont envoyées directement aux personnes. Et donc, ça a une conséquence aussi pour nombre d'entre vous, pas seulement que les pure players e-commerce. Oui, En exactement. fait, ça concerne tous les consommateurs, vous, moi, qui vont passer commande sur Internet. Donc, il devrait y avoir une inflation des prix liée au fait que tout va être déclaré, donc une perception de TVA, au moins de TVA sur les importations, au premier euro. Ouais, exactement. Donc, effectivement, ceux qui ne sont pas concernés sur le plan de leur entreprise le seront en tant que consommateurs et pourraient, si les règles ne sont pas respectées par les entreprises, pourraient voir un jour un facteur ou un livreur leur réclamer la TVA au moment de la livraison finale si celle-ci n'a pas été prélevée au préalable. Est-ce que vous voyez bien notre écran, hein, il n'y a pas de problème, le partage se fait correctement? Ah bah, pour l'instant, non, mais il va te l'amener, tu vas voir. Hop, plouf. Ah ben voilà. Donc l'écran est là. Alors les principaux changements apportés par la réforme, c'est en quelque sorte un peu le plan de la présentation aujourd'hui, dans lequel chacun du coup des intervenants va trouver sa place. Les ventes à distance intracommunautaires de biens, les ventes de biens importés, donc là on parlera évidemment de douane, vous avez vu c'est une partie relativement importante, et toute une partie qui concerne les interfaces électroniques. Alors je vais dire un mot rapidement sur les interfaces électroniques maintenant. On parle en termes français, on appelle ça interface électronique ou plateforme facilitatrice. On parle des Amazon, Alibaba et tous les concurrents qui sont des intermédiaires pour la plupart des vendeurs établis en dehors de l'Union européenne. Évidemment, tous autant qu'on est, on a acheté des biens par cet intermédiaire et beaucoup de vendeurs, ce qu'on va appeler les vendeurs pendant la présentation,
sont en fait tout simplement des sociétés qui décident de vendre par l'intermédiaire de ces plateformes. Et ces plateformes, et ça c'est une révolution, et qui n'est pas silencieuse, là, Marc, pour le coup, parce qu'elle fait grogner pas mal de monde. Les plateformes sont rendues responsables du paiement de la TVA sur les ventes si les vendeurs eux-mêmes ne remplissent pas leurs obligations. Donc ça, pour le coup, c'est probablement la première fois que dans les systèmes juridiques qu'on connaît dans la plupart des pays du monde, une société qui n'est pas partie directe au contrat, c'est-à-dire qui n'est ni acheteur ni vendeur, devient responsable éventuellement du paiement de la taxe sur cette opération. Donc on y reviendra. Pour le consommateur, ça veut dire probablement nivellement des prix. Oui, ça veut dire qu'il va y avoir clairement un impact sur les prix qui sera assez rapide. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Quelques questions importantes. Évidemment, qui est concerné? Bon, là, on le met ici, les e-commerçants, qu'ils soient dans l'Union européenne ou hors Union européenne. Donc, tous ceux qui vendent, qui réalisent des ventes de biens à destination de consommateurs établis dans l'Union européenne. Et indirectement, tous ceux qui sont avant cette étape-là. Et vous le verrez, on va y revenir, notamment dans les exemples qu'on prend. Et ensuite, évidemment, certaines plateformes de e-commerce. On en a parlé pendant quelques minutes. Quels sont les flux concernés par ces nouvelles mesures? On l'a dit, deux grandes catégories de flux, les ventes intracommunautaires de biens et les ventes de biens importés. Les ventes à distance intracommunautaires de biens, c'est quoi en un mot? Ce sont des biens qui sont dans l'Union européenne et qui sont vendus à des consommateurs qui sont eux aussi dans l'Union européenne. Vous le voyez dans le petit exemple qu'on a pris là. Vous embêtez pas à tout lire, hein, c'est un peu technique et c'est pas la peine, on a fait des schémas, donc c'est un bien qui va de la France à un autre pays de l'Union européenne ou en sens inverse. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de notion d'importation, il n'y a pas de problématique de douane. Le principe de taxation, il est extrêmement simple. Il y a un seuil pour l'ensemble des pays de l'Union européenne qui est fixé à 10 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous faites des ventes inférieures à 10 000 euros, la TVA qui s'applique est la TVA du lieu de départ. Donc, on peut imaginer le lieu d'établissement de la société. Les ventes sont supérieures à 10 000 euros, tout pays de l'Union européenne confondu. La TVA qui s'applique est la TVA du lieu de consommation. Attention, ce n'est pas nécessairement le lieu de destination, c'est le lieu de consommation, c'est-à-dire finalement là où le client consommateur est établi. Encore une fois, pour résumer, très sur simple. Quelle période Alors, les 10 000 euros, c'est dès le premier euro, dès qu'on dépasse 10 000 plus 1 euro. Et c'est pas une question. C'est annuel ou c'est par année? Quelle période? C'est sur l'année? Non, c'est dès que le seuil de 10 000 euros est dépassé. Alors, évidemment, sur la base d'une année civile, mais on n'attend pas l'année d'après pour se mettre en conformité. Le moment où les seuils de 10 000 euros est dépassé, il faut être en conformité pour les ventes supérieures à 10 000 euros. Okay. Donc ça, c'est le point important. Et évidemment, 10 000 euros, ça arrive très très vite. Hein. Donc on oublie tous les anciens seuils qui étaient de 35 000 euros, 100 000 euros, 60 000 livres. Bon, les Anglais sont plus là, on ne parle plus en livres, mais il y avait des seuils qui étaient par pays. Maintenant, il y a un seul seuil pour toute l'Union européenne, 10 000 euros. En dessous de 10 000 euros, TVA du pays de départ. Au-dessus de 10 000 euros, TVA du pays d'arrivée. C'est assez simple à comprendre, assez facile à appliquer. Ça ne va pas soulever trop de problématiques. Sauf que, évidemment, la problématique, c'était comment est-ce qu'on fait pour facturer de la TVA allemande ou italienne ou espagnole quand on est français. Pour une fois, le législateur a bien fait les choses et ils ont prévu une simplification des déclarations dans un système qu'on appelle OSS, qui est le One Stop Shop, et qui permet en fait aux opérateurs d'avoir un numéro de TVA dans un pays à partir duquel ils vont déclarer toutes les ventes supérieures au seuil de 10 000 euros dans les autres pays. Donc, un vendeur français va utiliser son numéro de TVA français pour déclarer dans cette déclaration française, qui va être aménagée évidemment, toutes les ventes qu'il réalise qui sont soumises à la TVA des pays de consommation. Et c'est l'État français qui se débrouillera avec ses petits camarades allemands, italiens, suisses pour reverser la TVA qui a été facturée dans leur pays. Voilà, donc si vous voulez, en résumé, disparition des seuils par État, ça n'existe plus. Et évidemment, les vendeurs qui étaient déjà identifiés à la TVA dans plusieurs pays parce qu'ils dépassaient les seuils de l'époque vont devoir revoir cette obligation à l'aune du seuil de 10 000 euros.
Est-ce qu'on doit être encore immatriculé dans les pays dans lesquels on facture de la TVA, ou est-ce qu'on préfère utiliser le one-stop shop dans un seul pays? Vous voyez, où est-ce qu'on a intérêt à rester immatriculé dans ces différents pays? Il y a une vraie position stratégique. Si typiquement, vous facturez de la TVA espagnole, mais vous avez aussi de la TVA espagnole, par exemple, sur de la TVA importée, sur l'importation, sur des prestations de services locales, peut-être que plutôt que d'utiliser le one-stop shop, il faut maintenir une immatriculation à la TVA en Espagne pour pouvoir récupérer la TVA espagnole plus vite. Voilà, donc ce sont des questions stratégiques. On est un peu pressé par le temps, évidemment, parce que, en fait, pour être un peu transparent avec vous, on n'a qu'une heure. Des opérateurs impliqués sur ces sujets, ils passent des journées, des semaines à réfléchir là-dessus. Là, encore une fois, 10 000 euros au-dessus TVA de pays de destination, facilité de déclaration avec le one-stop shop dans un pays pour ceux qui le veulent ou pour ceux qui ont intérêt à mettre en place ce one-stop shop. Pour éviter aux gens de trop prendre de notes, hein, enfin, je le dis au passage, mais on se débrouillera avec Renaud là, pour mettre la présentation à disposition, hein, Renaud. Absolument, non, absolument. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas. C'est une présentation qui est très, très complète. On va très vite parce qu'il y a 50 slides, on n'aurait pas le temps. Là, l'idée est vraiment de vous donner les grandes lignes de la présentation et de vous la mettre à disposition, évidemment, après. Deuxième catégorie d'opérations visées, les ventes à distance de biens importés. Et là, Claire aura l'occasion d'intervenir très rapidement dans 3 ou 4 slides. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de biens qui sont en général produits ou manufacturés dans des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont vendus à des clients consommateurs établis dans l'Union européenne. Et donc, il va y avoir une importation dans un pays de l'Union européenne qui n'est pas nécessairement le pays de destination finale, qui est même souvent pas le pays de destination finale, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, dans le Cénacle qui nous réunit aujourd'hui, on peut importer logistiquement en Belgique et livrer en France ou dans d'autres pays, et c'est évidemment, ou à Barcelone. Évidemment, il y a des lieux d'importation privilégiés par les importateurs. La France ne fait pas nécessairement partie de cela, mais peut en faire partie. Et donc, on parle de situation, encore une fois, importation dans un pays qui n'est pas le pays, qui n'est pas nécessairement le pays de destination finale, mais qui peut l'être. Et là, si vous voulez, le législateur a créé des régimes qui peuvent apparaître un petit peu compliqués et qu'on peut essayer de résumer en fait de la façon suivante. Il y a un nouveau seuil à retenir, à garder en tête, qui est un seuil beaucoup plus bas que le premier, qui est un seuil de 150 euros. Ce seuil de 150 euros, il est venu remplacer tous les seuils existants préalablement pour les biens de faible valeur. Le seuil des biens de faible valeur, c'était 22 euros pour la TVA. En dessous de ce seuil de 22 euros, il n'y avait pas de perception de la TVA à l'importation, sauf en France. La France avait un régime particulier. Et pour la douane, c'était 125 euros. Il n'y avait pas de droit de douane en dessous de ce seuil de 125 euros. 125 ou 150, c'était peut-être 150, pardon. Bon, le législateur crée un seul seuil de 150 euros. Et donc, on va parler des ventes des biens importés de valeur inférieure à 150 euros ou de valeur supérieure à 150 euros. Et les règles ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans une situation ou dans une autre. Pour les biens inférieurs à 150 euros, le principe de taxation est assez simple. L'importation est exonérée de TVA. Et évidemment de droits de douane, puisqu'on est dans des biens de faible valeur. Il n'y a pas de droit de douane pour les biens de faible valeur. Pas de TVA non plus, à une condition, c'est que l'opérateur ait opté pour le régime qui s'appelle le IOSS. On a rajouté un I devant le O de l'option qui existait, que j'ai décrit tout à l'heure, qui s'appelle le One Stop Shop. Et là, ça s'appelle Import One Stop Shop. Donc, c'est la même chose, mais pour l'importation. C'est-à-dire qu'on va autoriser des importateurs à n'utiliser qu'un seul numéro d'importation, qui est le numéro IOSS, pour déclarer toutes leurs opérations d'importation dans toute l'Union européenne pour tous les biens qui ont une valeur inférieure à 150 euros. Je ne vais pas revenir sur la définition du 150 euros et comment il se calcule. Vaste sujet, on dit que c'est par colis. Alors, si un client achète
deux objets qui sont dans le même colis, qui à eux deux sont supérieurs à 150 €, on est sur un bien supérieur à 150 €. Si chacun des deux objets sont importés séparément et facturés séparément, on est sur des biens qui sont tous les deux inférieurs à 150 €. Donc, il y a beaucoup de débats sur ces questions-là. Mais pour simplifier, donc vente inférieure à 150 €, l'importation est exonérée de droits de douane, elle est exonérée de TVA, sous réserve que l'opérateur ait opté pour l'IOSS. S'il n'a pas opté pour ce régime, la TVA redevient due dès le premier euro à l'importation, y compris pour des biens inférieurs à 150 €. Donc voilà pour le régime. Alors, là, on avait quelques slides. Ouais, pardon, Marc. Question de Catherine. Excuse-moi, comme il y a des questions en même temps, je te les pose. Question de Catherine. Est-ce qu'on peut utiliser l'OSS et maintenir l'identification fiscale dans d'autres pays de l'Union européenne pour d'autres opérations, ou est-ce que c'est incompatible? Je remets mon micro, pardon. A priori, oui. Je dis a priori parce que, évidemment, les textes ont prévu plein de choses, mais les situations pratico-pratiques, ça n'est jamais dans les textes. Mais a priori, la réponse est oui. On pourra garder des numéros de TVA locaux, et déclarer ces opérations sur ces numéros de TVA locaux. En revanche, toutes les opérations de vente à distance devront être déclarées par l'OSS si on a opté pour l'OSS ou l'IOSS. Autrement dit, le numéro de TVA local que l'on maintiendra parallèlement à l'utilisation de l'OSS ne peut pas servir pour déclarer des opérations qui devraient tomber dans l'OSS, c'est-à-dire les ventes à distance de biens importés, intracommunautaires de biens. D'accord. Vente à distance, c'est forcément OSS ou IOSS. Et si on garde un numéro de TVA local, c'est pour d'autres opérations qui ne sont pas des ventes à distance, qui sont des ventes. Qui ne sont pas des ventes à distance. Exactement. Sinon, c'est incontrôlable, invérifiable pour les autorités, évidemment, pour des raisons évidentes. Donc, oui, pour garder deux numéros, un OSS plus un numéro local, mais pas pour les mêmes opérations. Pour une question là, sur les 150 €, on parle de valeur intrinsèque. Oui. Je crois que c'est déterminant, ça. Alors, c'est déterminant. Je ne sais pas, Claire, si vous voulez intervenir là-dessus, sinon on peut faire un petit mot. Oui, je vais dire un petit mot, mais vous pourrez me reprendre éventuellement. Donc, en fait, oui, la valeur intrinsèque, c'est important. C'est la valeur de la marchandise en elle-même, en fait. Donc, c'est vraiment la valeur sans les coûts de transport, sans les coûts d'assurance, éventuellement des coûts qui pourraient apparaître en supplément sur la facture, comme des licences, par exemple, l'utilisation de licences. Donc ça, ce sont vraiment des coûts qui doivent impérativement être retranchés s'ils apparaissent sur la facture du montant, donc de la marchandise que l'on veut déclarer. Et pour le calcul de la base TVA, donc on prendrait la valeur intrinsèque plus le transport. Ouais, en fait, pour la TVA, ce que décrit en fait, l'article 48, comme vous le voyez sur le slide, du règlement unifié, on a une petite définition en bas, valeur intrinsèque égale prix de vente hors taxe aux clients, incluant les frais de transport et assurance s'ils ne sont pas facturés séparément, et sans les frais de transport s'ils sont facturés sur une ligne séparée, comme vient de le dire Claire. Et c'est une valeur qui s'apprécie par commande. C'est-à-dire par colis livré. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, 2 colis, 2 commandes, 2 régimes différents. En revanche, un seul colis dans lequel on met plusieurs commandes, c'est un colis et donc c'est une valeur. Ouh, bah dis donc. On va faire marcher les expressistes. Et voilà. Voilà. Merci pour la planète, c'est bon. Exactement. On aura noté d'ailleurs, on y passera assez vite, mais Marc, tu me donnes l'occasion de rebondir sur ce point qui est très intéressant, qui est qu'il y a un régime subsidiaire, j'allais dire, qui a été créé par ces nouvelles règles, qui rend les expressistes responsables, dans certains cas très particuliers, si la TVA n'a pas été perçue à l'importation alors qu'elle était due, ou si ça n'a pas été collecté correctement, les expressistes, en fait, vont devoir déclarer toutes les livraisons qu'ils font à destination de leurs clients, des clients qui ont acheté. Et l'administration va partir du principe que, à partir du moment où l'expressiste fait une livraison et qu'il livre le bien, c'est-à-dire qu'il le délivre chez le client, la TVA a été payée. Et s'il apparaît que ça n'a pas été le cas, c'est l'expressiste qui sera redevable de cette TVA. Autrement dit,
on oblige en quelque sorte l'expressiste à s'assurer que le régime de TVA appliqué est bien et que s'il n'en a pas la certitude, il va devoir aller toquer à la porte du client et lui demander la TVA. Et de cette façon-là, comme on a rendu responsable, je vous le disais tout à l'heure, toute la chaîne, hein, le vendeur est responsable, la plateforme intermédiaire éventuellement est responsable, le livreur éventuellement est responsable, du coup, chacun va s'assurer que son petit voisin a fait le boulot correctement et qu'il l'a bien fait, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est le consommateur qui va payer, et en général, le consommateur, il ne paye pas. Et on a un peu d'expérience là-dessus, et je le dis en souriant, parce qu'en réalité, on a eu le Brexit il y a quelques mois, et vous n'êtes pas sans savoir que les Anglais, qui jusqu'au 31 décembre étaient dans l'Union européenne, ont mis en place cette réforme en Angleterre, puisqu'elle était censée s'appliquer à eux également, dans un cas évidemment improbable où ils ne sortaient pas de l'Union européenne, mais le texte a été voté quand ils y étaient encore, donc ils ont mis en place cette réforme en Angleterre, qui s'applique en Angleterre depuis le 1er janvier, dans les mêmes conditions quasiment, on ne va pas rentrer dans le détail, qu'en Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les boîtes françaises ou européennes qui ont vendu, qui ont fait des ventes à distance auprès de clients anglais, ont eu beaucoup de retours de leurs clients anglais en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette foire, pardon, on nous a demandé de payer la TVA à l'arrivée, mais c'est pas possible, donc gros problèmes commerciaux ». Autrement dit, le législateur a été malin et intelligent, il a fait en sorte que tout le monde dans la chaîne soit responsable pour que personne puisse se défausser sur qui que ce soit, sauf éventuellement sur le client, lequel râlera et ça deviendra un problème commercial qui évidemment doit être évité à tout prix. Voilà, si je peux me permettre aussi, Renaud, c'est que effectivement, le client, à la fin, s'il doit payer de la TVA alors qu'il l'avait pas prévu dans son coût au moment de faire sa commande sur Internet, c'est le retour du colis. Donc là, qu'est-ce qu'on en fait quand ce sont des colis de petite valeur? Est-ce que ce sont des colis qui seront jamais retournés à l'expéditeur, en fait, à l'exportateur? Donc c'est vrai que ça pose aussi une question de quelle va être la réaction du consommateur lorsqu'on va lui apprendre qu'il doit payer une TVA parce que la chaîne n'a pas appliqué. La douane a prévu les retours avec des prises en charge différées de la dette. En réalité, il se laisse 10 jours pour inscrire la dette comptablement. Pour justement prévoir les retours, parce qu'il peut y avoir des retours non seulement pour ces causes que le consommateur est surpris, mais aussi que la marchandise n'est pas conforme à la commande. Donc, il y aura une période de 10 jours où la TVA ne sera pas inscrite comptablement comme une dette. Et donc, il y a cette faculté-là de retour et de non-perception, donc par invalidation de déclaration. Par contre, la gestion physique du colis à retourner, là, c'est un gros point d'interrogation pour des grandes plateformes, comme on disait tout à l'heure, Alibaba ou autres, pour récupérer leurs colis. Est-ce que vraiment ils vont les récupérer? Est-ce qu'ils vont les laisser en entrepôt sur le marché européen? Il y a aussi un gros point d'interrogation par rapport à cette gestion logistique physique du colis. Absolument. Non, vous avez raison, Claire, et je peux vous confirmer de sources sûres que les plateformes feront ce qu'il faut pour que ces situations n'arrivent pas. Autrement dit, on a la quasi-certitude aujourd'hui que la TVA sera prélevée et qu'en tout cas, il y aura peu de retours liés à ces sujets de TVA. Il pourra y en avoir, comme le disait Hubert à juste titre, concernant la conformité des colis ou livraison à une mauvaise adresse, détérioration, etc., mais probablement assez peu pour des questions de TVA, puisqu'encore une fois, tout le monde est en train de prendre ses dispositions. Alors, ce qui est assez étonnant, mais ça fait d'ailleurs relation avec une remarque de Marc en démarrage, c'est que, j'allais dire comme souvent en matière fiscale, on a l'impression que la plupart des opérateurs ont découvert la loi il y a quelques semaines, alors même qu'elle est en projet depuis des années. Et Marc, c'est vrai, en fait, nous, on a l'expérience de plusieurs paquets TVA déjà qui ont été implémentés dans l'Union européenne. Et à chaque fois, c'est pareil. En fait, c'est dans les 6-8 mois de la mise en œuvre de la réforme qu'on en voit les véritables enjeux. Et puis surtout, je le disais tout à l'heure, et le fiscaliste qu'est Hubert le sait encore mieux que moi, quand une réforme est mise en place, le législateur ne prévoit jamais les aspects pratico-pratiques. Il édicte la loi, il la met en place et il fait en sorte qu'elle soit appliquée. Et je vais même vous donner une information intéressante.
je laisserai Hubert commenter, mais il n'y a toujours pas de commentaires des autorités fiscales françaises sur ces nouvelles dispositions. Il y a des lignes directrices. Il y a des lignes directrices. Mais en fait, on n'a pas, même sur le plan de la documentation douanière et fiscale, il faudrait un document de synthèse détaillé, pédagogique aussi, hein, parce que c'est technique. Hein. En réalité. On a un document qui fait 120 pages de l'Union européenne, les notices explicatives. Non, bon, il faut être un peu patient et surtout très technicien parce que c'est très compliqué à comprendre. Très complexe, oui. Il y a eu deux documents de la DGDDI qui ont été publiés, le dernier le 18 juin et un autre un peu avant, mais qui concernent surtout des problématiques de DEB en fait. Et puis rien de la Direction générale des finances publiques, pas d'instruction, pas de commentaires administratifs, pas de BOFIP, qui est le bulletin officiel des finances publiques pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça, on attend toujours. Mais du coup, ce n'est pas forcément à tort que les opérateurs sont prêts au dernier moment. C'est aussi parce que appliquer une loi… quand on n'a que le principe et pas les modalités, ça ne joue pas. Oui. Moi, je voulais savoir, j'ai une question générale, sur les conditions générales de vente des plateformes, hein, Amazon et compagnie. Quelle est la politique en ce domaine? Est-ce qu'ils se désengagent des aspects de fiscalité d'importation pour voilà, le client il paye la note qu'on lui envoie à la livraison? Ou est-ce que ce problème-là est réglé, sachant que en plus, sur une déclaration d'importation, il y a le redevable plateforme qui n'est pas l'acheteur ou l'importateur réel. Il y aura un particulier sur la déclaration H7. Et donc, on va avoir cette séparation fiscale et douanière sur un document, un acte juridique. Bon, le client, il va y avoir des surprises, je pense même nous, il va être vigilant sur nos commandes pour savoir si dans le prix que nous fait l'offre, la plateforme fait son offre, et savoir si c'est du TTC. Et quand on dit TTC, c'est du droit et TVA. Oui, absolument. Alors, merci Hubert pour cette question pertinente et qui nous met un peu dans l'embarras parce que c'est un peu le gros sujet des plateformes et autres sociétés de livraison du moment, en fait. C'est qu'au moment de remplir les documents douaniers, il faut mettre des informations précises, concrètes, des numéros de TVA, un numéro EORI, un nom, une adresse. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est très concret. Évidemment, le législateur, ça, c'est pas son sujet, mais on a quand même quelques éléments de réponse. Et je dirais que pour clarifier les choses, notamment s'agissant des plateformes, elles ont une redevabilité légale désormais. Et donc, le douanier, si vous voulez, ou l'autorité fiscale et douanière sera en droit d'aller réclamer le paiement de la TVA auprès de la plateforme, puisqu'elle est, dans certaines circonstances, pour les biens inférieurs à 150 € notamment, elle est redevable de la TVA s'il y en a une. Donc, il y a une redevabilité légale qui donne le droit à l'autorité, même si la plateforme n'est pas indiquée correctement sur le document douanier, et même si la plateforme n'a pas mis à jour ses CGV, d'aller quand même lui réclamer le paiement de la TVA quand elle est redevable ou quand elle est présumée redevable. Donc là, il y a quand même une sécurité juridique qui est assez importante. Oui, après, donc, si vous avez une livraison avec une facture de TVA import, il faut la refuser en tant que particulier, puisque le particulier n'est pas le redevable au sens c'est-à-dire que, concrètement, là, en fait, Hubert, le particulier, il est réputé payer un montant qui est déjà TTC. Oui. Donc, si en plus, après, on veut lui faire payer la TVA à l'importation, il y a un problème. En fait, il va payer un produit TTC si vraiment la plateforme a fait le nécessaire de son côté. Absolument. Donc, c'est pas gagné. C'est pas forcément évident. Surtout dans les plateformes de revente de biens d'occasion ou des choses comme ça, où là, c'est encore plus compliqué. Je propose qu'on parle un peu de la partie douanière. Oui, justement. On allait sur les slides, voilà, on était sur la nouvelle déclaration simplifiée H7 et c'est la main de Claire. Alors, qui a ses propres slides. Voilà, je dis ça pour Alan qui est en back-office. Voilà, qui est en charge
de quelques slides. Donc en fait, oui, je vais juste revenir rapidement sur le contexte qui a mené justement à cette nouvelle réglementation. C'est qu'on peut voir là sur cette slide que entre 2014 et 2020, on est passé de 57 milliards à plus de 112 milliards d'euros dans le e-commerce. Donc ça montre bien cette évolution assez gigantesque en très très peu de temps. Et donc une nécessité absolue pour la douane de mettre en place quelque chose, de sortir de son contexte douanier, on va dire, traditionnel, pour aller vers du H7, concrètement, donc cette fameuse déclaration H7. Alors, donc en fait, on a passé ce cap historique et il a bien fallu adapter nos process. Donc depuis le 1er juillet, effectivement, c'est ce que vous avez dit, on a maintenant ce nouveau paquet TVA e-commerce qui a été mis en place. Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Renaud concernant les biens inférieurs à 22 € qui échappaient bel et bien à la TVA et donc qui représentait une somme assez importante pour l'Union européenne. Et du coup, depuis le 1er juillet, donc, toute marchandise qui entre dans l'Union européenne et en provenance de pays tiers est taxable dès le 1er euro. Donc, il n'y a plus d'exonération de la TVA pour les envois de faible valeur, ce que l'on appelait auparavant les EVN. Et donc, le montant des 22 € disparaît, mais on bénéficie toujours de cette franchise pour les droits de douane. Donc là, c'est maintenu, et donc pour une valeur qui va jusqu'à 150 €. Alors, Renaud, tout à l'heure, vous parlez de One Stop Shop. Donc, auparavant, il y avait le MOS qui existait, le Mini One Stop Shop. Donc, celui-ci a été remplacé par le One Stop Shop UE, non UE, et donc ce fameux IOSS, Import One Stop Shop. Donc, c'est celui qui va nous intéresser particulièrement, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, pour la déclaration H7. Donc, l'utilisation des One Stop Shop, elle reste facultative. Donc, on peut quand même toujours choisir, en tant qu'assujetti, d'appliquer les règles de droit commun. Donc, ces différents portails électroniques dont on a parlé vont permettre donc de simplifier les opérations et payer donc le montant de la TVA correspondante par le biais d'une seule déclaration spécifique. Donc, en fait, la TVA qui sera collectée par l'administration fiscale de l'État membre d'identification, donc d'inscription au One Stop Shop, sera ensuite répartie entre les États membres de consommation. Ce que l'on disait tout à l'heure, il faut vraiment prendre en compte l'État membre de consommation finale de la marchandise qui a été importée. Donc, le régime IOSS, l'Import One Stop Shop, permettra aux entreprises européennes, non européennes et marketplace de s'acquitter de leurs obligations en matière de TVA sur les ventes à distance de biens importés de pays tiers. Donc, tous ces biens seront, ce que l'on a dit, depuis le 1er juillet, sont soumis à la TVA indépendamment de leur valeur. Donc, l'IOSS va entrer, lui, en ligne de compte par rapport à la déclaration H7. Donc, il faut s'enregistrer au niveau de l'IOSS. Donc, le process d'enregistrement au portail électronique de l'IOSS est à réaliser en ligne dans l'espace professionnel de la DGFiP. Le recours donc à ce guichet de TVA est bien optionnel. Et si vous choisissez d'opter pour ce dispositif, vous devez vous identifier seulement dans le pays dans lequel vous êtes établi. Et si vous n'êtes pas établi au sein de l'UE, vous pouvez choisir votre pays d'identification au sein des États membres de l'UE et donc y déclarer l'ensemble des opérations éligibles au dispositif. Donc, c'est cette facilitation qui a été mise en place dans le cadre de l'IOSS. Donc, à défaut d'adhésion au dispositif de guichet unique, vous devez vous immatriculer dans chaque État membre dans lequel vous êtes redevable de la TVA. Alors, pour l'inscription au dispositif OSS-IOSS, cette inscription doit précéder le trimestre civil au cours duquel vous souhaitez commencer à déclarer la TVA sur les opérations éligibles. Et l'inscription devient effective le 1er jour du trimestre suivant la demande d'inscription de l'assujetti. Donc, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance pour ne pas se retrouver et avoir l'herbe sous le pied.
Alors, il y a quand même une nouvelle notion qui a été introduite, et ça, c'est important même pour nous, pour faire les déclarations H7 par la suite, c'est la notion d'intermédiaire. Donc, dans le cadre de ces ventes à distance, toujours inférieures ou égales à 150 €, donc les assujettis, les fournisseurs, les interfaces électroniques qui ne sont pas établis dans l'Union européenne, elles vont être tenues de désigner un intermédiaire qui, lui, doit être établi dans l'UE pour pouvoir se prévaloir du régime d'importation. Donc, l'intermédiaire est redevable de toutes les obligations prévues dans le régime d'importation applicable aux fournisseurs ou à l'interface électronique, donc qui l'a désigné. Donc, si on veut utiliser ce portail électronique en tant qu'intermédiaire, si parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui pourraient être tentées de se dire je vais devenir l'intermédiaire de toutes ces plateformes qui ne sont pas représentées, qui n'ont pas de présence dans l'Union européenne, et bien du coup, cet intermédiaire, lui, doit d'abord s'inscrire dans l'État membre dans lequel il est établi. Il va recevoir un numéro d'identification qui lui permettra d'intervenir en tant qu'intermédiaire dans le cadre du régime importation pour les importations concernant l'ensemble des assujettis que vous représentez. Donc, ce numéro vous sera attribué, mais ce n'est pas un numéro d'identification TVA, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour déclarer la TVA en fonction de vos activités. Et donc ensuite, vous devrez vous inscrire au régime d'importation IOSS, les différents assujettis que vous représentez, et donc un numéro unique d'identification TVA sera attribué à chacun d'eux. Donc c'est vraiment important de bien de garder en tête qu'il y a cet intermédiaire qui doit intervenir pour le compte des plateformes qui ne sont pas assujetties dans l'Union européenne. Donc, on a vu aussi avec Uber et Renault donc la valeur intrinsèque qui est importante. Ça, c'est une notion importante à retenir au moment de la déclaration H7 pour la douane. Donc, la déclaration H7, si vous avez un numéro IOSS, elle est obligatoire pour toutes les marchandises importées d'une valeur intrinsèque de moins de 150 €, même si, de toute façon, en cas d'adhésion IOSS, aucune TVA ni aucun droit de douane n'est à percevoir. Donc, on doit déclarer, donc, même oui. à moins de 150 €. Donc, on déclare dès le premier euro, oui. C'est ça? Oui. Mais par contre, on s'acquitte des droits qu'à partir de 150 €. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on va faire une déclaration en douane, on va envoyer un message au format H7 en douane, même si on sait d'avance que comme on est à moins de 150 €, on a de toute façon l'exonération de la TVA, et comme on est à moins de 150 €, on doit payer la TVA, excusez-moi, et comme on est à moins de 150 €, on va bénéficier de la franchise liée aux droits de douane. Donc, en fait, une déclaration est toujours obligatoire. Alors, cette déclaration H7, elle doit son nom à la colonne H7 de l'annexe B du CDU, et elle requiert un jeu de données réduit en comparaison avec une déclaration en douane un peu plus traditionnelle de type H1. Donc, en fait, c'est l'avantage de la déclaration H7, c'est effectivement ce jeu de données qui est réduit. Moins de données. OK. Donc, plus automatisable, donc effectivement, on peut en passer plus. Oui, on peut. Disons qu'on a une facilité, on a vraiment des données en moins par rapport aux 54 cases du DAU traditionnel. Donc, en fait, cette déclaration H7, elle va être prise en compte par l'administration des douanes en France dans un système informatique qui a été complètement dédié à ces mouvements. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Il va y avoir des millions et des millions de colis et des millions de marchandises à déclarer. La douane a pris un peu les devants en se disant qu'elle allait scinder les volumes qui sont aujourd'hui déjà assez conséquents dans le delta G, et donc dédier un système spécifique H7, delta H7, pour tous ces envois, pour conserver une fluidité donc dans les envois et réceptions de ces colis. Donc, l'établissement d'une déclaration H7 peut être réalisé soit avant l'arrivée de la marchandise sur le territoire douanier de l'Union européenne, donc en tant que déclaration anticipée, ou alors elle peut être faite après l'arrivée de la marchandise sur le territoire douanier de l'Union européenne.
Donc, tout au long du traitement de cette déclaration H7, des notifications vont être adressées aux opérateurs. Donc, il y aura des messages dans les deux sens entre le déclarant qui va envoyer la déclaration qui va revenir avec des messages différents. Donc, la mise sous contrôle, par exemple, le blocage ou un crédit en attente qui ne serait pas suffisant, ou alors tout simplement le BAE. Donc, bien évidemment, en cas d'IOSS, le numéro d'enregistrement IOSS de la marketplace ou du vendeur en ligne va être obligatoire sur cette déclaration H7. Alors, Claire, une question. Lorsqu'on est voyageur et qu'on a acheté donc une petite chose à l'étranger, tout ceci ne s'applique pas. On n'a pas un douanier derrière sa console qui va enregistrer une déclaration. Hein. On est bien. Non. C'est bon à dire. On peut encore voyager et rapporter des petites choses sans avoir le douanier derrière soi et une déclaration H7 à faire. Non, c'est vraiment des achats que l'on va faire sur Internet, sur Internet, une plateforme, ou sur une plateforme qui va mettre en relation. Donc, ce n'est pas forcément le vendeur direct. Ça peut être aussi une plateforme qui va vous mettre en relation avec le vendeur direct. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La TVA, dans ce cas-là, sera aussi, est aussi de la responsabilité de cette plateforme qui vous a mise en relation avec un vendeur au lieu d'être en direct avec ce vendeur. Donc, non, on parle bien de e-commerce. Pardon, on parle bien de e-commerce, Hubert et nos amis qui nous écoutent. On est sur le e-commerce. Donc, quand vous allez acheter physiquement un produit de l'autre côté de la frontière et rentrer avec, on n'est pas visé par ces nouvelles règles. On est dans le e-commerce uniquement, dans le commerce électronique, acheté sur Internet. Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure là, sur une entreprise qui aurait des colis à envoyer ou qui enverrait des colis de plus ou de moins de 22 €, enfin inférieur à 22 €, qui ne sont pas forcément du e-commerce. Enfin, c'est quand même du e-commerce, parce que si j'envoie des pièces détachées, puisque je parlais de pièces détachées tout à l'heure, est-ce que je le considère comme du e-commerce, même si d'habitude je ne fais pas ce genre de choses, ou est-ce que je ne le considère pas comme du e-commerce? Ouais, alors, non, si, c'est la question intéressante. Alors, est-ce qu'on est en B2B déjà? Pour que si on est en B2B, on n'est pas dans ces nouvelles règles de e-commerce, c'est celui qui achète pour revendre au consommateur qui va être concerné. D'accord. C'est le premier axe de réflexion, enfin j'allais dire de résolution de la question. Le deuxième axe, c'est comment est-ce que cette affaire-là a été commandée? Est-ce que ça passe par le canal toujours classique? Si par exemple, tu vois, je vois qu'il y a des distributeurs qui, eux, distribuent mon produit, mais par contre, les pièces détachées, je les ai en ligne sur mon site et ils peuvent les commander en ligne, c'est du e-commerce? C'est du e-commerce. Ok. Exactement. Dans tous les cas, une déclaration H7 sera requise. H7 ou Delta G si on ne veut pas faire du H7, mais une déclaration à douane est requise. Par l'expressiste, non? Ils ont sur la procédure de l'expressiste. Si vous passez par un DHL Express. Oui. Alors, question de Dimitri. Est-ce qu'il existe des spécificités sur les territoires d'outre-mer ou pas? Alors, les drones. Question qu'on n'avait jamais eue jusqu'à présent. Alors, merci Dimitri. Pourtant, Dieu sait qu'on en a mangé du e-commerce depuis quelques mois. Bon, vous connaissez, enfin, vous savez tous que les tu peux faire Joker. Hein. Non, je vais faire mieux que ça. Je vais faire une réponse d'avocat. C'est-à-dire dire qu'on ne sait pas complètement tout en sachant un peu. Non, blague à part, les dom-toms, c'est la France. Hein. Donc, ces règles, ces nouvelles règles de e-commerce sont réputées s'appliquer dans les dom-toms comme sur le territoire métropolitain. Et exactement de la même façon, à ceci près que, par définition, quand un produit est vendu à la Martinique, il est nécessairement importé à la Martinique au préalable, puisque vous le savez, les territoires, les dom-toms ou les DROM, on les appelle maintenant, sont du point de vue du territoire métropolitain des territoires d'exportation. Donc on pourrait imaginer un produit qui arrive en France à Charles de Gaulle et là il est dispatché vers la Martinique. Du point de vue douanier, il y aura une exportation de la France, puis une importation
en Martinique, et c'est à ce stade-là que s'appliqueront les règles de e-commerce, mais les mêmes que sur le territoire douanier métropolitain. En tout cas, dans l'autre sens, c'est sûr, hein. D'hommes vers l'Union européenne, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, peut-être que ça vaudrait le coup de vérifier, parce qu'ils ont des régimes dérogatoires sur le plan fiscal. Quand même, c'est hors territoire fiscal, hein. Donc, peut-être qu'il y a une dérogation, une particularité, mais je ne sais pas répondre. On ne va pas passer trop de temps sur la question de Dimitri. Non, c'est intéressant. Si je peux me permettre, il y a juste une petite note de la DGDDI qui est passée. Et concernant donc les nouveaux régimes de taxation à la TVA, donc les DROM, hein, les nouveaux départements d'outre-mer étant situés en dehors du champ d'application de la législation européenne sur la TVA, je vous lis la petite note, les dispositions du paquet TVA e-commerce concernant l'IOSS, ainsi que le régime simplifié ne sont pas applicables aux importations dans les DROM de marchandises provenant de pays tiers à l'Union européenne et aux introductions dans les DROM de marchandises provenant de parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE. Voilà. Donc, la réponse, elle est claire, Dimitri. Ça, là, il y a des petites choses qui sont publiées, mais récemment. C'est tout nouveau. Mais ça veut dire quoi que... On n'a plus que 8 minutes, donc on va se concentrer pas seulement sur la question de Dimitri. Donc, Claire, tu as 3 minutes pour finir. Oui, alors, écoutez, je vais reprendre. Donc, en fait, pour en revenir sur les déclarations H7, alors par contre, ce qui est sûr, c'est que les alcools, les tabacs, les dérivés du tabac, les parfums et les eaux de toilette sont exclus et ne peuvent pas faire l'objet d'une déclaration H7, de même que les marchandises qui sont soumises à prohibition et restriction. Donc, en dehors de ces marchandises, donc de cette liste assez exhaustive, toute marchandise peut faire l'objet d'une déclaration H7. OK. D'autres choses alors, les jeux de données, peut-être rapidement, pour bien reprendre le contour d'une déclaration H7. Donc, le bureau de déclaration et de présentation, le numéro d'agrément pour la relation DIVA, la référence du crédit pour la relation CREG, le type de déclaration, donc IM ou CO, l'indicateur en cas de TVA réduit, parce qu'on peut quand même solliciter une TVA à taux réduit, des codes complémentaires qui, eux, sont impératifs pour la compréhension de la déclaration H7. Donc, un code complémentaire qui s'appelle F48, qui dit que l'on va intégrer un numéro IOSS dans la déclaration. Le code F49, qui dit que l'on sollicite le régime simplifié. Le C07, qui est la franchise des droits de douane jusqu'à 150 €, et le C08, qui lui reprend droits de douane et TVA en C2C jusqu'à 45 € de valeur de marchandise. Ensuite, bien évidemment, on doit indiquer l'exportateur, l'importateur. On ne va pas rentrer dans trop de détails, Claire, si tu veux bien non plus, parce que si on se donne tous les codes de l'administration douanière. Non, c'est tout, je m'arrête là. Ensuite, la désignation de la marchandise sur le SH6, mais le SH8 est requis si vous êtes en TVA à taux réduit avec le CANA correspondant pour pouvoir l'appliquer. Le nombre de colis, la localisation de la marchandise, la valeur intrinsèque de la marchandise et la devise dont on a parlé tout à l'heure, les frais de transport et d'assurance pour les calculs, les documents en CAS 44 comme les documents d'accompagnement, les documents de transport, les références complémentaires, les documents précédents en CAS 40. Et là, c'est très, très important. Il faut vraiment indiquer de préférence le dernier document douanier qui a été utilisé pour faire le lien avec la formalité douanière, donc qui a précédé la déclaration douane. Donc, comme le MRN du transit, le MRN de l'ENS, l'ENS dont on a parlé beaucoup avec le Brexit, donc cet Import Control System, donc c'est important, le MRN éventuellement de la déclaration de dépôt temporaire, par exemple, et puis des références complémentaires, un UCR, un LRN, et dans le cas de H7, la masse brute, puisque c'est difficile de déterminer une masse nette par rapport au colis, puisque c'est pratiquement le même poids, et donc l'unité supplémentaire si jamais c'était requis par la nomenclature de produits. Voilà. Donc, juste une question. Colis postaux et ENS, donc obligation aussi déposer une déclaration sécurité. Oui, de toute façon. Donc, ça, c'est aussi très nouveau, parce qu'ils étaient jusqu'alors non éligibles. Et donc,
C'est quand même, pour le déclarant, il doit récupérer ce numéro-là, en fait. Pour Ou le déclarer en numéro douane. de transit ou un numéro de déclaration temporaire. Alors pour le postal, c'est le code barre S010 ou S10, je ne sais plus, qui est requis en document précédent. D'accord. Bon, entre parenthèses, vous pensez vraiment que la Poste est prête là et que tout baigne là sur le traitement des flux là? Parce que Enfin, ceux d'entre nous qui ont déjà travaillé, ou en tout cas reçu des colis, ou qui ont un compte à la Poste, ont reçu un mail il y a quelques semaines nous avertissant de la nouvelle réglementation. Compte tenu de qui je suis et de ce que je fais, j'ai lu le mail de la Poste c'est bien. avec attention, et en tout cas théoriquement, ils sont prêts. Du point de vue des chargeurs, Hubert, tout le monde est prêt, il n'y a pas de problème, ça baigne, on est starting block? À moi la question? Ouais. Je suppose, parce qu'en réalité, on est quand même dans le milieu du B2B, hein, chez les chargeurs, mais certains sont concernés, je dirais un petit peu pour la logistique d'aval, parce que logistique d'amont, c'est une affaire de B2B principalement, je pense. Ensuite, la distribution des biens déjà dédouanés, donc on basculerait plutôt dans un environnement strictement intraco, et donc les règles ont été un peu balayées par Renault en début de session. Mais bon, jusqu'alors, pas de témoignage négatif là-dessus, mais encore une fois, on est plutôt dans le cœur du B2B que du B2C. Cela étant, c'est un sujet qu'on ne doit pas ignorer. Les commerçants seront tôt ou tard, c'est quand même le mode de distribution qui domine aujourd'hui les plateformes, les commandes en ligne. Donc, c'est des sujets qu'on ne peut pas ignorer, même si on est en B2B. Hein. Ok. Et si je peux juste ajouter, sur un plan douanier, la déclaration H7, elle est uniquement pour un régime douanier d'importation, 40.00, mais elle est aussi pour le B2B, le B2C et le C2C. Donc, la déclaration H7 va concerner quand même des chargeurs, s'ils veulent l'appliquer. C'est vrai qu'il y a pas, ça reste optionnel. Ils peuvent faire du DG, en C ou en D, mais du H7 est possible aussi. Renaud, petite synthèse. Ouais, alors petite synthèse très rapide, et juste une petite aparté en 10 secondes. Dimitri, oubliez ce qu'on vous a dit, ce que je vous ai dit sur les DROM, ex-DOM-TOM. Clairement, il faut regarder les textes, il y a manifestement beaucoup d'exclusions. Et pour être complètement transparent avec vous, aujourd'hui, quand on a vu ces mots-là, nous, on est passé à autre chose parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de s'en occuper, mais bonne question en effet. Pour conclure, peut-être, Alan, si on peut revenir sur nos slides, c'est le slide qu'on partage à l'heure actuelle. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que les objectifs ont été atteints sous forme de synthèse et sous forme un peu humoristique? Votre société est-elle concernée par les nouvelles mesures? Si on est un e-commerçant en B2C ou une plateforme de e-commerce qui facilite, il y a des définitions du terme facilité, donc il met en relation un vendeur et son client, et qu'on réalise des livraisons de biens dans l'Union européenne, oui, on est concerné par cette nouvelle réforme. Ensuite, quel est l'impact de ces mesures sur l'organisation? C'est la modification, le premier impact, modification du lieu de taxation. C'est le fameux seuil de 10 000 €. La règle maintenant est assez claire. Si on dépasse un seuil de 10 000 € pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, la TVA qui s'applique est la TVA du lieu de consommation, du lieu de destination des biens. On peut opter pour un régime de simplification des déclarations, l'OSS. On est largement revenu sur cette notion jusqu'à présent. Et pour l'importation, ce n'est pas l'OSS, mais c'est l'IOSS. Ça revient au même. Enfin, troisième point, quelles sont les prochaines étapes toujours pour la société? Recommandations, et je pense que mes co-intervenants partageront cette recommandation: réaliser des cartographies des flux de la société avec un ship from, un ship to, un bill from, un bill to, les incoterms,
Le pratico-pratique, en fait, c'est ça. Qui va remplir la déclaration? Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom, comme adresse, comme formule, comme code sur les déclarations d'importation? Qui va payer la TVA concrètement? Et ça, on ne le sait que quand on a fait des cartographies de flux. Donc faites-les. Si vous ne les avez pas fait ou si vous ne savez pas faire tout seul, adressez-vous à l'un d'entre nous, on saura vous aider. Il faut identifier le régime fiscal qui s'applique à chacun des flux. Attention au copier-coller. On commence déjà à avoir des retours hein, sur des... On pensait que c'était la même situation, mais en fait, ce n'est pas exactement la même. Il y a des gens qui se sont parlés entre eux et certains ont fait appel à des conseils, ils ont des cartographies et donc ils les ont données à d'autres, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, méfiez-vous des copier-coller. Et enfin, mise en œuvre opérationnelle. On parle des systèmes d'information, on parle des CGV, on parle des factures. Tout ça, évidemment, doit être conforme aux nouvelles règles. Sinon, l'administration fiscale, qui n'a pas encore contrôlé par définition, la réforme à 6 jours, mais ne va pas tarder à le faire, évidemment, sanctionnera tout ça. Encore une fois, les flux, les éléments documentaires et la mise en œuvre opérationnelle. Si vous avez fait tout ça, vous êtes au carré, vous pouvez y aller tranquillement. Voilà pour quelques mes mots. amis, nous avons fait une synthèse de cette réforme en 1 heure, ce qui est une prouesse dans les annales. Parce qu'en fait, maintenant, il va vous falloir des heures et des heures pour appliquer tout ça et pour mettre ça en place dans vos entreprises. Merci beaucoup à vous tous. Merci Claire, merci Hubert, merci Renaud de t'être mobilisé. Et ben, on va enchaîner parce qu'en fait, figurez-vous que le programme est assez chargé et donc on va enchaîner tout de suite par le transport aérien et par la conférence sur le transport aérien. Alors, moi, je bouge pas, mais par contre, on va pouvoir faire venir nos autres intervenants. Donc, l'idée, hein, c'est d'évaluer un peu les conséquences du Covid sur le transport aérien. Et donc, juste après, on ne parlera pas des conséquences du Covid, mais de la maîtrise de la supply chain en Chine. Donc voilà, vous avez un après-midi bien chargé. On a bien commencé avec un truc bien technique sur la TVA qui nous a fait un petit peu peur, mais qu'on va bien maîtriser. Et maintenant, je vous prie d'accueillir. Alors peut-être qu'on passe un jingle quand même, hein.